Bienvenue dans le podcast Shine, le podcast qui permet aux femmes de rayonner. Je suis Christine Levicki, coach et auteure de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont J'arrête de râler et J'arrête de vivre ma vie à moitié endormie, tous les deux publiés aux éditions Erol. À travers les différents épisodes de ce podcast, je souhaite vous permettre de rayonner dans votre carrière ou votre business, de rayonner dans vos familles, de rayonner dans votre sexualité et de rayonner dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicki.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicki. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Maintenant, place à l'épisode du jour. Bienvenue dans cet épisode de Shine. Aujourd'hui, nous plongeons dans un univers fascinant et souvent méconnu, le Tantra. Et pour nous accompagner dans cette exploration, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Vieira, autrice du livre Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement, paru aux éditions Erol. Nathalie est une exploratrice de la conscience et une thérapeute psychocorporelle qui accompagne depuis plus de 17 ans des individus et des couples sur des parcours d'initiation au tantra et à la réconciliation du corps et de l'esprit. En tant que professeure de Wu Tao et formatrice en massage tantrique, elle partage avec passion ses connaissances et son expérience dans le bien-être, la pleine conscience et l'épanouissement personnel. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble ce qu'est véritablement le tantra au-delà des idées reçues et les grandes leçons que chaque femme peut intégrer dans sa vie quotidienne pour un retour à soi, à son corps et à son énergie intérieure. On va aborder également les massages tantriques et le yoni massage, des pratiques ancestrales qui nourrissent le lien à soi et permettent une connexion profonde et apaisée à son corps. Alors préparez-vous pour une discussion inspirante qui vous invitera peut-être à poser un nouveau regard sur le corps et la conscience. Et écoutez bien, car cet échange pourrait ouvrir des portes vers une compréhension plus sereine et pleine de votre propre féminité. Alors bonjour Nathalie, bienvenue dans ce podcast. Bonjour Christine. Bonsoir chez moi, mais merci de ton invitation. Alors, la première question, ça va être de définir qu'est-ce que c'est que le tantra et voilà, qu'est-ce que ça veut dire et comment comprendre un peu ce que c'est pour les personnes qui en entendent parler pour la première fois. Alors, je vais faire une réponse je vais essayer de faire simple et où je vais intégrer ce qu'est le néo-tantra également, puisque du coup, le tantra est une voie multimillénaire qui a plus de 8000 ans, qui en fait propose à travers une trame euh, des expériences. Donc, on dit pour faire sentir qu'on a le divin en soi, qu'on est des êtres divins. Voilà, du coup, c'est pas très accessible, en fait, aux Occidentaux. Franchement, les textes, j'en ai lu beaucoup et je les ai relus parfois 500 fois ou même 1000 fois, en fait. C'est très ardu, mais il y a vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes. C'est pour ça que j'aime bien me présenter plutôt comme une aventurière de la conscience, parce que du coup, ça parle de conscience, ça parle d'éveil. Et par exemple, un des textes majeurs du Tantra, c'est le Vijnana Bhairava Tantra, qui est constitué d'environ 138 versets, je crois. Et chaque verset est en fait finalement une méthode à travers des exercices de respiration, de poser sa conscience sur un endroit de la respiration qui ouvre à sentir que l'univers n'est pas simplement en nous, mais que nous sommes l'univers en fait. Et du coup, le néo-tantra, qui est ce que nous pratiquons ici en Occident, en tout cas depuis un peu plus la révolution sexuelle en quelque sorte, c'est comment, de façon plus ou moins intelligente, on a
mis à disposition des Occidentaux un savoir, une connaissance à des buts thérapeutiques pour certains, sexothérapeutiques pour d'autres, d'éveil pour d'autres. Il y a aussi des personnes qui sont extrêmement investies dans la transmission de la voie du tantra traditionnelle. Moi, je fais partie de celles et ceux qui proposent des expériences inspirées de la connaissance que j'ai des textes du tantra euh, et qui soient accessibles à des personnes qui veulent pas forcément s'engager dans une voie spirituelle, mais qui sont plutôt intéressées par l'aspect conscience. Comment ça fonctionne, c'est quoi la conscience? Voilà. Je sais pas Donc si ça te convient. tu fais une distinction entre la conscience et le spirituel. Tu peux développer un petit peu ça? Oui, tout à fait. Pour moi, je suis dans une vraie voie spirituelle, euh, dans le sens que j'y ai trouvé la foi. J'ai trouvé la foi comme une force de vie, en fait. Mais tout le monde ne vient pas à moi avec une envie euh, de le voir comme une voie spirituelle, mais qui préfère rester dans quelque chose de plus concret où ils vont pas avoir l'impression, en fait, peut-être d'une dérive sectaire ou enfin chacun a sa sensibilité en fait. Donc je ne n'oblige pas les personnes à s'asseoir en face de moi, à faire le namasté. Moi, je le fais à l'intérieur, par exemple. Donc le namasté, c'est cette salutation qui dit je reconnais en toi et je salue cet endroit où réside la lumière et je salue le sacré qui est en toi. Moi, je le fais toujours à l'intérieur, c'est ma foi. Je le sais, je le vis, je le sens. Mais il y a des personnes qui vont arriver là avec des questions beaucoup plus pragmatiques, hein, en perte de sens, avec des envies de vivre mieux, d'explorer davantage les dimensions dans la sexualité, mais qui vont être plus attachées à des travaux comme font certaines personnes dans la thérapie, dans les énergies quantiques comme Olivier Chambon avec sa démarche euh, et son livre L'homme quantique, par exemple, qui est très scientifique. Hmm, hmm. Ce qui est intéressant dans ce que je comprends de ce que tu nous donnes de définition du tantra, et j'ai moi-même expérimenté le tantra, j'ai fait quelques stages et tout ça, c'est que on parle d'une voie spirituelle et on parle d'une voie d'élévation de conscience, euh, et on parle du corps. Mhm. On parle de cet espace intérieur et cet espace intérieur, c'est un espace dans le corps. Et c'est vrai que moi, dans mes premiers pas dans la spiritualité par le biais de la religion, dans mon enfance, par rapport de où je viens et de mes origines, le corps était complètement détaché, n'était pas sujet de ne faisait pas partie et même au contraire pouvait être dénigré comme une impasse ou une dérive ou une voie où on peut se perdre et s'oublier. Tandis que le tantra nous dit non, c'est dans le corps et c'est dans cet espace intérieur du corps qu'on se trouve. Oui, tout à fait. En fait, euh, le corps est le siège de l'expérience spirituelle dans le sens que c'est depuis notre corps et particulièrement à travers l'expansion de notre énergie sexuelle que nous pouvons apprendre. Parce que du coup, le néo-tantra enseigne des méthodes. Apprendre, moi je dis, à pénétrer son propre cœur avec son propre désir et ensuite euh, apprendre à se détendre à l'intérieur et laisser faire, puisque du coup c'est dans aussi cette direction qu'à un moment peut surgir cette fameuse montée de Kundalini. C'est l'approche en fait qui intéresse dans le néo-tantra, c'est cette approche justement qui ramène à parfois en fait une dimension plus thérapeutique, sexothérapeutique que la dimension spirituelle. Et pour comprendre en fait que l'expansion de la conscience se fait depuis l'intérieur de notre ventre en fait. Les taoïstes s'appellent ce centre le Tantien des pulsions. Puis après, il y a le Tantien des sentiments. Après, il y a le Tantien des pensées. Euh, Ici, à l'intérieur, notre chaudron magique et alchimique génère une énergie qui est notre énergie vitale et qui est cette énergie que on apprend à utiliser à des fins qui sont un petit peu différentes et qui peuvent amener à vivre des éveils, à vivre des expansions de conscience en tout cas, euh, et qui permettent en tout cas au stade où sont les expansions de conscience de faire un vrai chemin, de se rencontrer soi dans toutes ses parts, de mettre de la conscience sur
qu'est-ce qui fait qu'on est ce que l'on est et comment on peut évoluer aussi, comment on peut se détacher de loyauté, en tout cas de fausse loyauté, d'un carcan familial, d'un carcan éducatif. Effectivement, le tantra est la seule voie qui dit que le sexe est le point de départ de l'expérience spirituelle. Voilà. C'est comme ça que moi je l'ai découvert et c'est comme ça que c'est là où j'ai eu ma curiosité en fait. C'est ça qui a attisé ma curiosité. Alors, quelles sont selon toi les principales idées reçues sur le tantra et comment est-ce que tu peux nous aider à les démystifier? Je peux parler des projections que les gens font sur le tantra. Pour moi, c'est un axe qui est peur, désir. L'élan de notre âme, c'est un désir, une expansion de notre énergie sexuelle qui nous dit, tiens, va voir de ce côté-là, tu vas trouver du sens pour ton cheminement de vie. Et puis du coup, tout de suite, la peur, puisque l'ego s'empresse de resserrer l'élan, et c'est un peu un processus déjà au départ. Tout le monde a envie de croire et s'excite à penser, donc peur, désir, que le tantra, c'est vraiment un truc sectaire, hein, dans le pire des cas, une pratique sexuelle euh, plus ou moins de débauche. Et donc ça part toujours de cet espace-là, pour beaucoup en fait, cette croyance rattachée à la sexualité, euh, qui peut être voilà un fantasme aussi, hein, quelque chose qui génère du fantasme. Et en fait, en tout cas dans ce que moi j'ai vécu et dans mes stages, ça n'a rien à voir avec ça. Hmm. Mhm. Donc voilà, cette impression que ça peut être de la débauche ou que ça peut être sectaire. Et Mhm. toi, tu dis non, ça n'est pas de la débauche et ça n'est pas sectaire. Comment tu peux nous expliquer ça? En fait, sectaire, ça existe. Hein. Je peux pas renier que, en fait, il y a quand même des beaux scandales qui éclatent parce que il y a des personnes qui se sentent investies d'un pouvoir suprême sur l'autre et qui se transforment en gourou au sens négatif du terme, qui est occidental en fait, parce que en Oui, Asie, le mot gourou n'est pas négatif en Asie, hein. Ça, c'est très important de mettre ça au clair. Oui. ici, le mot gourou, enfin, c'est vraiment du coup quelqu'un qui prend le pouvoir sur l'autre. Typiquement, ici, on va pas mettre, sauf chez certains courants, l'image de quelqu'un, un maître, pour aller s'incliner devant, fêter son anniversaire. J'ai pas envie de donner de nom parce que c'est inutile, et puis c'est quelqu'un que je trouve hyper intéressant, quoi qu'il en soit, le maître en question. Typiquement, un occidental, il peut pas accéder à cet espace de dévotion. Donc, c'est quand même un sujet qu'on peut aller euh, expliquer et vivre en stage, d'ailleurs, la dévotion. Mais il y a des choses qui peuvent pas passer. Et donc, il y a vraiment des dérives, il y a vraiment des personnes qui sont pas au clair avec ce pourquoi ils sont là en train d'enseigner. Donc, il faut vraiment faire attention quand même et poser les bonnes questions. Après, il y a énormément de gens qui proposent des trucs super en termes de stage de tantra et d'accompagnement tantra et aussi de massage tantrique. Et puis, autant de couleurs d'animation que d'animateurs, parce qu'en fait, individuellement, on va tous chercher un axe de développement pour nous, de recherche de questions pour nous, et forcément, du coup, ce qui nous touche et ce qu'on a envie de partager. Et Mhm. donc, il y a il y a plein de propositions qui sont riches, complémentaires, et qui peuvent attirer une personne ou une autre. En fait, Hmm. mais vraiment, c'est important, voilà, de poser ces questions, et puis de vérifier. Voilà, ouais. Moi, donc je me suis formée, moi, je suis ce qu'on appelle un sex educator. Je me suis formée, j'ai une certification de sexological body worker et j'ai aussi une certification de coach de vie que j'ai depuis maintenant plus de 20 ans.
Et je réalise que dans nos métiers, dans ces métiers de l'accompagnement, ce qui est important, et encore plus quand on aborde la sexualité, qui est un sujet très puissant et très vulnérable, donc très puissant en termes de transformation, mais aussi qui vient chercher dans nos vulnérabilités les plus profondes, et notamment aussi un domaine de vie où il y a eu beaucoup d'abus et donc beaucoup de traumas, et ça vient vraiment chercher à notre intégrité corporelle, qui, comme tu dis, c'est l'essence de notre existence. Donc, un sujet, un domaine assez sensible. Euh, Tout et à donc, fait. et donc, l'importance de travailler avec des personnes qui savent poser un cadre. J'ai découvert, moi, dans mon métier, que une grande partie de mon métier, c'est de poser le cadre. Et de poser le cadre de la relation, le cadre de l'exercice, de la pratique, on entre dedans, on en sort et on est dans un rapport relationnel avec la personne qui nous transmet et la personne qui nous accompagne. Et voilà, de travailler avec des personnes qui savent poser un cadre sécuritaire. Après, ça reste toujours un domaine, le domaine de la sexualité, un domaine très fragile, très sensible. Donc, quand on est dans ce domaine, toi, moi, ça demande beaucoup de courage, je trouve, pour les éducateurs et pour les personnes qui viennent sur ce domaine. Ça demande beaucoup de courage parce que c'est un sujet très, très sensible et c'est un sujet très, très fragile. Et donc, c'est une grande responsabilité qui pose sur nous que d'oser venir travailler ce sujet avec des personnes. Donc déjà, voilà, c'est important de le dire aussi, quoi, parce que c'est facile de pointer du doigt et de dire tout ce que les gens peut-être ont mal fait. Et en même temps, c'est un sujet très difficile et très sensible et ça demande beaucoup de courage pour les éducateurs de venir sur ce terrain et de venir accompagner. Et je pense qu'on a besoin de beaucoup d'accompagnement sur ces thématiques. Personnellement, moi, je suis convaincue qu'on va vivre une nouvelle révolution sexuelle. Et je me Mm. réjouis, je me réjouis, je me réjouis, je me réjouis de cette nouvelle révolution sexuelle parce que je pense qu'elle va énormément changer notre rapport au monde et notre rapport à la vie et notre rapport les uns aux autres. Et que notamment, cette révolution sexuelle va être profondément inspirée des enseignements du Tantra. En tout cas, je pense que tout ce qu'on apprend dans le néo-Tantra va vraiment influencer cette nouvelle révolution sexuelle et d'autres mouvements, d'autres choses, hein, enfin voilà, donc on a besoin d'éducateurs, on a besoin de personnes comme toi, comme moi, qui viennent occuper ce terrain et qui viennent accompagner. Et ça demande du courage. Et en même temps, il faut que les personnes qui rejoignent ce genre de stage vérifient un petit peu est-ce que les personnes vers qui je vais savent poser un cadre sécuritaire. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ta découverte, toi, du tantra et de qu'est-ce qui t'a inspiré à en faire une voie de vie et une voie d'accompagnement? Aujourd'hui, j'ai une demande spéciale pour vous. Je suis en pleine création d'un tout nouveau programme de coaching pour 2025 et il est essentiel pour moi qu'il soit parfaitement aligné avec vos besoins, vos défis et vos aspirations. Et pour cela, j'ai besoin de votre aide précieuse. Prenez juste 10 minutes pour répondre à un petit questionnaire. Ce sera l'occasion de réfléchir à votre propre parcours et à ce que vous souhaitez prioriser en 2025. Et en remerciement, je vous offre un cadeau exclusif, mes 10 affirmations favorites pour transformer 2025 en une année extraordinaire. Ces affirmations vous apporteront une bonne dose d'énergie positive et vous aideront à avancer avec clarté et confiance. Le lien pour trouver ce questionnaire est sur la page du podcast à l'adresse christinelevicky.com/shine-podcast ou bien vous pouvez le trouver dans ma bio sur mon compte Instagram @christinelevicky. C'est rapide, simple et ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'exceptionnel. Merci d'être là et de faire partie de cette belle aventure avec moi. Et maintenant, c'est parti pour la suite de notre épisode. Vraiment, alors ça a été un Big Bang dans ma vie. Il y a 20 ans, 21 ans, j'ai été évacuée d'Afrique, mon pays natal, dans des événements politiques. Et en fait, je vivais déjà des trucs incroyables, mais je pensais que tout le monde vivait ça, en fait. Ça faisait déjà quelques années que je méditais, j'étudiais l'énergie, le yoga. Et puis, mais je pensais quand même que toutes ces sensations, et donc, en l'occurrence, dans le domaine de la sexualité, tout le monde vivait la même chose. Voilà. Et, et donc, il y a 20 ans, 21 ans, mon futur ex-mari m'a offert un massage tantrique. Il se trouve que bon, on était dans une période un peu déjà difficile. Le choc de l'évacuation
me met quand même dans une période aussi de fragilité, donc thérapie, etc. On divorce d'ailleurs peu de temps après, et avant ça, il m'offre mon premier massage tantrique pour m'aider, pour me sauver, pour et Qu'est-ce que j'ai c'est fini par. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? Je pense que les auditrices doivent se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un massage tantrique? Alors, il y a plein de versions du massage tantrique. Pour moi, c'est un massage qui permet de quitter le corps physique pour aller vers des plans plus énergétiques. Donc, c'est un massage de reconnexion à soi. Moi, je dis souvent que j'accompagne des personnes dans une méditation qui va être un voyage, euh, du coup, en terre inconnue pour moi, qui emmène, mais pour elle aussi d'ailleurs parfois en terre inconnue, hein, parce que du coup, c'est un voyage qui amène à aller explorer, soulever des couches. Ça a été initiatique en tout cas pour moi. Je me suis fait masser pendant plus d'un an avant de décider d'apprendre ce massage. C'est un massage global, très lent, voire très arrêté, avec de l'huile. Alors moi, ma version, c'est que certes, le sexe peut être inclus dans le massage. J'insiste bien parce que il n'y a aucune obligation à accepter cela, hein. On peut toujours dire non, et ça peut être progressif. Quelqu'un qui va vous dire, ah oui, mais si je te masse pas le sexe, c'est pas tantrique pour vous faire culpabiliser. Il faut surtout vous relever, vous rhabiller et vous en aller très rapidement. C'est pas Mhm, juste en fait. Il faut vraiment écouter parce que alors pour le coup, je suis quelqu'un qui est réputé pour son cadre, pour la justesse et parfois ça crée de l'abus sur de l'abus. mhm, Et c'est vraiment le massage yoni dont tu parlais en préambule. Pour moi, c'est vraiment une initiation en tant que telle, et c'est pas tout de suite. Je vais vérifier si la personne a fait de la thérapie, je vais vérifier sa démarche, je vais vérifier plein de choses en fait avant, et je vais l'inviter à faire d'abord un massage global avant éventuellement d'arriver à un massage yoni, parce que sorti de tout contexte, ça n'a pour moi pas de sens. Voilà. Donc, mhm, ça devient une mode. Il y a des gens qui m'appellent juste pour apprendre le massage yoni. Ça devient un business, en fait. Et bah, moi, je trouve pas ça juste. Donc, voilà, j'en profite pour le dire. Euh, mhm, c'est très, très bien quand on sait le vivre pour ce que ça représente, le sexe étant une porte vers la spiritualité. Mais quand on a été abusé, quand on a été violé, quand on a été maltraité, il faut déjà faire un travail thérapeutique et aucun massage yoni ne viendra régler quoi que ce soit, voire bah, encore stigmatiser mhm, la douleur. mhm. Donc toi, tu as eu ton premier massage tantrique. Je reviens sur la question initiale. Donc, on a fait une petite dérive. On reviendra sûrement sur le massage de la yoni, un sujet que j'ai envie qu'on aborde tout à l'heure. Mais donc là, toi, tu as découvert tu as eu un massage tantrique qui, pour le coup, incluait le massage de la yoni ou non, Non, ou c'était pas. Ok, non, d'accord. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? juste la main posée sur mon sexe. Mhm, Euh, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que en fait, c'était tellement puissant ce que je ressentais, j'étais tellement pas préparée en plus. Donc, genre, je sais pas, je l'ai déjà raconté. Le masseur était tellement beau. Moi, j'étais tellement mal en fait dans ma peau. C'était une période terrible en fait. Je me disais, mais comment je vais pouvoir me mettre nue devant cet homme? Et donc, en fait, j'ai vécu mon premier massage en percevant vraiment l'énergie puissante qui voulait sortir, qui voulait s'envoler, et en étant complètement en train de me contracter partout pour essayer de contrôler un tout petit peu ce truc-là. Ça m'a fait vraiment l'effet d'un Big Bang. Et en fait, après, je me suis dit, mince, euh, il faut que je réussisse à vivre ce massage-là de façon pleine et entière, parce que j'ai perçu par contre très bien le potentiel. Et comme je suis plutôt une nana qui y va, quoi, j'ai repris un rendez-vous et là j'ai vécu vraiment la vague, l'extase, tout mon corps qui vibre partout. Et puis ça a été un premier massage, puisqu'après je me suis fait masser une fois par mois pendant plus d'un an euh, avant de me former moi-même. mhm, mhm. Donc, c'est comme ça que tu as découvert. Et donc, qu'est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu dirais? Quels sont les principaux enseignements
ou les principales pratiques que tu as découvertes dans le tantra et qui, selon toi, que tu pourrais avoir envie de partager là au micro parce que tu penses que ça pourrait vraiment aider les femmes à comprendre que c'est une voie pour se reconnecter à elles-mêmes dans leur quotidien? Alors quand même de façon spécifique, c'est que moi j'ai rencontré le tantra. J'avais déjà lu des textes, hein, j'avais déjà reçu des livres, mais ça a vraiment pris sens là avec le massage tantrique. C'est pour ça que j'aime bien dire que pour moi, le massage tantrique est une expérience directe qui peut faire sentir qu'est-ce que c'est que le tantra, puisqu'à travers chaque massage, on va aller euh, explorer des notions qui sont quand même des notions spirituelles fortes, comme peut-être à un moment sentir vraiment qu'est-ce que c'est qu'une ouverture de cœur, comment c'est ce moment où en fait on a des visions, comment c'est ce moment où on va aller revivre des états régressifs, etc. Comment est-ce qu'on va aller vivre l'extase, comment on va aller vivre cette expérience de non-séparation, de se sentir faisant partie vraiment de l'univers en n'ayant plus la perception forcément du corps, sinon à travers la présence de son masseur ou de sa masseuse. Euh, Comment vivre cette communion entre deux personnes en ayant accepté que chacun vit son voyage, mais que nous sommes connectés. Enfin, tellement, c'est tellement riche en fait. C'est une vraie voie en fait. Mais moi, je l'ai vécu à travers vraiment l'expérience du massage tantrique. Hmm, hmm. Alors, c'est intéressant parce que je t'ai sollicité pour faire cet épisode de podcast et entre-temps, la vie est intéressante, hein, les synchronicités, mais entre-temps, j'ai eu une opportunité de vivre mon premier massage tantrique il y a quelques jours. Et donc, j'ai eu voilà, une expérience physique de ça. Et c'était un massage qui incluait, enfin, qui incluait, la personne qui me massait m'a demandé et j'avais envie de vivre l'expérience du yoni massage. Je me sentais prête, je sentais que j'avais, effectivement, moi, j'ai déjà beaucoup guéri ma sexualité, j'ai beaucoup guéri mon rapport au corps. J'ai écrit un livre dessus qui va sortir l'année prochaine sur tout ce chemin de guérison et tout ce que j'ai pu découvrir par rapport à ça. Donc voilà, j'ai une relation à mon corps, une relation à mon sexe qui est très apaisée, qui est très activée, qui est très ouverte. Donc je me suis sentie vraiment en sécurité et je savais aussi que la personne qui me proposait ce massage était une personne avec qui je me sentais en sécurité. Et donc j'ai vécu mon premier massage tantrique. Et ce que tu décris, donc moi j'avais jamais parlé vraiment de ça. C'est pas un sujet que je connaissais vraiment. Je connaissais le tantra, mais les stages que j'avais fait de tantra n'incluaient pas le massage tantrique. Donc, c'est pas quelque chose que j'avais expérimenté ou vécu avant. Et c'était en effet intéressant. Donc, je peux peut-être décrire un petit peu comment j'ai vécu. Déjà, c'était des grands mouvements. Le massage du corps, c'était vraiment plutôt des grands mouvements longs, très apaisants, très calmants. Je sentais bien que c'était plus un message énergétique qu'un message musculaire, en fait. C'était pas du tout de masser même mon mal de dos ou quoi que ce soit. Donc ça déjà en soi c'était très chouette de vivre ça. Je me suis profondément détendue. Et ensuite le massage de la yoni c'était très surprenant, c'était très nouveau pour moi. Cette relation en fait d'avoir une personne qui touche mon sexe, qui n'est pas mon partenaire sexuel en fait, et d'avoir cette personne qui est vraiment dans son énergie, qui contribue à l'expérience, qui contribue à l'éveil de mon énergie sexuelle, mais avec une posture très différente en fait, parce que c'est une contribution, voilà, j'ai mis du temps et je suis encore un peu, c'est nouveau pour moi d'avoir cette posture, et en même temps, je la trouve très intéressante, je la trouve très riche de se dire finalement quel cadeau pour moi de pouvoir éveiller mon énergie sexuelle et d'avoir quelqu'un qui m'aide et qui contribue, qui prend soin de moi et qui joue un rôle pour éveiller mon énergie sexuelle, mais avec qui je ne suis pas dans une dynamique sexuelle, avec qui je ne suis pas dans un rapport sexuel et dans une dynamique sexuelle. Et en fait, cette expérience, elle est pour moi. Elle est que pour moi. Euh, et voilà, ça me semblait être un cadeau surtout pour une femme. Je sais pas comment c'est pour un homme, je peux pas parler, mais en tout cas, je peux parler de moi. Où souvent dans la sexualité, je suis encore souvent enfermée dans l'idée
que déjà c'est les hommes, ça j'ai guéri ça, mais avant je venais de c'est les hommes qui aiment le sexe, les femmes n'aiment pas le sexe, et donc j'étais plus dans une énergie de servir ou d'offrir ou de m'ouvrir et de laisser faire. Et donc maintenant ça a changé. Maintenant je sais que moi j'aime le sexe, je sais que je suis je suis une femme sexuelle et donc ça a changé. Mais avant c'est de là dont je viens et je crois que beaucoup de femmes peuvent se reconnaître par rapport à ça. Et donc voilà, quel changement de paradigme de pouvoir vivre une expérience sexuelle où en fait je n'ai rien à rendre, je n'ai rien à donner à l'autre et au contraire l'autre est juste au service de mon énergie sexuelle. Alors après, il y a aussi tous mes schémas que je dois faire tomber parce que moi j'ai vraiment parce qu'en fait qu'est-ce que c'est travailler et ça j'ai déjà aussi beaucoup cheminé là-dessus, c'est sur faire tomber mes schémas, sur travailler avec un sex worker, ce qu'on appelle aux États-Unis un sex worker, je sais pas, un travailleur du sexe, je sais pas comment on dit en France. Oui, Euh, un travail. un travailleur du sexe, voilà. Et moi, j'ai souvent associé ça à, bah, c'est de la prostitution, et donc c'est la pire chose qui puisse t'arriver dans la vie, c'est de tomber aussi bas. Alors qu'en fait, Mais aujourd'hui, ici, c'est de la prostitution. En France, oui, bah oui, oui, non, mais là, en l'occurrence, il n'y avait pas d'échange d'argent et tout, donc après, ça dépend comment ça marche. C'est, tu peux aussi, effectivement, s'il y a de l'échange d'argent, c'est compliqué, oui. Et je comprends pourquoi il y a ces règles et pourquoi il y a ces lois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui sont travailleurs du sexe et qui le sont pour les mauvaises raisons et qui sont pas dans leur pouvoir. Ils sont pas dans leur pouvoir. Ils ont pas le choix. Ils sont victimes. Ils sont coincés. Enfin, il y a des personnes qui sont travailleurs du sexe et qui peut-être pourraient faire quelque chose qui serait mieux pour eux dans leur vie. D'accord? Mais je trouve ça intéressant aussi de découvrir qu'il y a des gens qui sont des travailleurs du sexe et qui sont en train de faire un travail formidable et qui sont vraiment en train de nous aider à reconnecter à notre sexualité et peut-être qu'on va pouvoir parler un petit peu tout à l'heure de ce lien entre notre sexualité et notre spiritualité, de ce lien entre notre sexualité et notre puissance, de ce lien entre notre sexualité et notre connexion à l'essence de notre vie. Et donc, il y a des personnes aujourd'hui qui sont des travailleurs du sexe qui nous aident par rapport à ça. Donc, on va mettre ça de côté, on va revenir là-dessus. J'ai envie qu'on revienne vraiment là-dessus, sur le lien entre la sexualité et notre spiritualité et notre puissance. Je vais finir de partager mon expérience. Donc, j'ai vécu ce massage et donc, demande de consentement à plusieurs reprises, tout ça, pas de problème, très, très bien mené, très, très bien guidé. J'ai vécu cette expérience donc de massage de Mayoni qui avec des vagues en fait, vraiment les vagues dont parle le tantra, hein, les vallées. Je dis souvent notre sexualité est enfermée dans un sillon, on est tellement dans une quête de l'orgasme que on reproduit toujours les mêmes gestes pour atteindre cette espèce de Graal. Et là en fait, on n'était pas dans une quête d'orgasme, donc l'orgasme était le bienvenu, mais il n'était pas nécessairement cherché. Et donc j'ai pu vraiment explorer les vallées et explorer plein de manières de ressentir mon sexe. J'ai découvert des sensations somatiques et une expérience de mon sexe que je ne connaissais pas en fait. J'ai découvert un territoire comme si je visitais des pièces de ma maison que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais visitées. ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça c'était super intéressant. Alors ça c'est un massage, j'ai vraiment envie de recommencer pour continuer parce que là c'était une visite un peu rapide, enfin même si c'était long, mais quand on n'a jamais visité cet espace intérieur, c'est intéressant d'y revenir. Je pense que c'est peut-être pour ça que tu as voulu faire ça aussi pendant longtemps. Et puis donc à la fin de ce massage, effectivement, j'ai vécu une expérience de conscience. Je sais pas ce que c'était en fait. C'est dur d'expliquer. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça une conscience modifiée ou élevée? Je sais pas, un état de conscience. Mais j'ai vraiment senti. À la fin, il a posé sa main là sur mon troisième œil et sur mon sexe, et j'ai vraiment senti. Je me suis connectée à une autre dimension. Et j'étais unie. J'étais unie, j'étais entière, C'était très intéressant parce que j'étais autant dans cet espace d'union et d'entièreté, et en même temps, j'étais complètement dans la pièce et complètement consciente de si... On part pas... J'étais pas partie loin, j'étais là, j'étais complètement là. Je pouvais arrêter cette expérience. J'avais que à ouvrir les yeux. Enfin, j'étais pas du tout. C'était moi qui, au contraire, me disais, ben reste, reste, c'est trop bon, reste. Et c'était même pas difficile de rester d'ailleurs. C'était pas une lutte. C'est ça qui est intéressant parfois quand je médite. Faut que je lutte avec mes pensées pour pas qu'elles reviennent. Et là, il y avait pas de lutte. Il y avait juste à rester avec. Et je pouvais rester dans cet état aussi longtemps que je voulais. Enfin, je sais pas si j'aurais pu rester aussi longtemps que je voulais, mais j'y suis restée un bon bout de temps. Enfin bon, tout ça pour te dire que mon expérience rejoint un petit peu. Ce que tu décris. Et donc, j'ai envie maintenant de te redonner la parole sur quelle est ta compréhension de quel est ce lien, du coup. Pourquoi est-ce que je peux vivre cette expérience-là
alors qu'on vient de masser mon sexe. Quel est le lien entre mon sexe, ce berceau, et tu parlais de ces trois champs, hein, le champ des désirs, c'est ça, des émotions et des pensées ou de la sagesse. Voilà. Pourquoi cet espace-là est le berceau et qu'est-ce que le tantra nous explique par rapport à ça? Ma compréhension, et entre autres, du coup, l'étude du taoïsme, euh, mon professorat de Butao, on a beaucoup étudié aussi Wilhelm Reich, l'élève de Freud qui a posé un calque sur les cuirasses corporelles, sur l'orgone. Euh, du Tu peux coup, expliquer ce que c'est que l'orgone, que les auditrices ne savent probablement pas ce que c'est? voilà, c'est en fait c'est cette énergie vitale qui circule à travers notre corps. Euh, En fonction des domaines, on va l'appeler chi, on va l'appeler énergie sexuelle, on va l'appeler énergie vitale, tout dépend du registre dans lequel on s'exprime. Euh, mais en tout cas, il est certain que si cette énergie est bloquée, nous dans les chakras, le tantra, on parle des chakras. Donc, si une énergie est bloquée, moi, j'aime pas du tout utiliser le mot bloqué, mais plutôt du coup cuirassé, c'est-à-dire que la conscience a mis un veto dessus pour se protéger à un moment. On parle du coup de traumas plus ou moins importants qui sont enfouis dans le corps. Mais dès qu'on va remettre de la respiration, et c'est tout cet art que j'ai étudié avec Paul et Manu dans tous mes 10 ans de pratique du Wu-Tao avec eux et de Alors, transanalyse. pour information, nous avons un épisode sur le Butao, je le mettrai dans les notes, mais j'ai interviewé Paul Eymanou qui nous parle du Butao, donc vous pouvez retrouver cet épisode dans la série des épisodes. Continue. Voilà. Donc, du coup, dans le Wu-Tao, cette énergie, on l'appelle onde, l'onde de vie. En fait, ce serait un peu comme si tout d'un coup, par une écoute fine de cette pulsation qui est d'abord microscopique dans notre ventre, et par une gestuelle qui part d'un mouvement de la motilité vers la mobilité, donc d'abord un mouvement qui est très intérieur, par un mouvement ensuite qui va se manifester, on va dire, on va apprendre à dérouler, à calligraphier certains mouvements, et donc il y a 12 mouvements, en associant et en comprenant que toute énergie est soutenue par la respiration. Donc, dans le tantra, on va aller étudier dans le premier lieu la flûte, la vague. La flûte, pour avoir cette compréhension de tout ce canal afférent qui circule l'énergie. Et puis, à un moment, on va l'accentuer dans un mouvement de vague avec cette compréhension que tout est mouvement, en fait, que tout est relié et que toi et moi, à cet instant, si on voulait créer une connexion, on y arriverait sans aucun problème parce que, en fait, t'as beau être à Los Angeles et moi à Paris, on nous sommes connectés à cet instant, on partage un bout d'existence en fait. Et du coup, cette onde, euh, en remettant de la conscience dessus, en fait, quelle que soit la voie qu'on choisisse, soit une voie très euh, cadrée, scientifique ou plus ésotérique, ça va être toujours le même processus. Et du coup, tout part de notre sexe, plancher pelvien, la naissance d'un enfant, sa conception, l'entrée dans ce monde, l'incarnation en tant qu'être spirituel dans un corps, et puis cet moment donc qui va nous définir par un espace-temps, et puis la sortie, la mort, et après le temps n'existe plus. C'est aussi une grande notion en spiritualité, c'est qu'en fait nous sommes définis par le temps, mais dès qu'on rentre dans des états d'expansion de conscience, comme on peut vivre dans le tantra, tu peux te faire masser 2 heures et puis tu as l'impression qu'il s'est passé 5 minutes, ou au contraire, il s'est passé 10 heures, parce on perd la notion de temps, parce qu'en fait, au fond, l'être spirituel que nous sommes, ici, incarné et à vivre dans cet espace d'humanité, euh, peut avoir accès à la grandeur de son âme par des techniques, par des méthodes, par des pratiques, comme celle du Wu-Tao qui est belle, comme celle du Tantra, qui va nous faire toucher par petits bouts, puis de façon beaucoup plus large, qu'est-ce que c'est que la conscience, euh, et apprendre à s'y établir, parce que bon, des éveils, on a envie, rester dans un état d'éveil, euh, j'ai jamais rencontré, je sais que ça existe, hein, des maîtres comme ça, mais j'en ai jamais rencontré. Hmm, hmm.
Et donc, qu'est-ce que ça apporte d'être connecté à son énergie sexuelle et de comprendre, d'utiliser ces techniques de tantra, de comprendre comment faire circuler ses énergies, d'être connecté à cette force intérieure, ce chi. Qu'est-ce que ça nous apporte dans le quotidien, en fait? Quelle est la valeur de ça dans notre vie? Ben, comme tu le disais tout à l'heure, déjà du bien-être, parce que plus on va apprendre à être présent, donc cette fameuse présence qui en fait nous dilater de façon importante dans un moment T, plus on va être du coup à l'écoute de toutes nos perceptions en 5D et en conscience avec tout l'aspect multidimensionnel de notre présence au monde et en relation avec l'autre. C'est-à-dire que euh, ça donne confiance en soi. Euh, je parle pas de l'aspect thérapeutique que peut offrir en parallèle tous ces espaces, parce qu'évidemment, il apporte beaucoup de réparation, de guérison, mais Oui. c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour apprendre à aimer, à s'aimer d'abord, mais ça c'est thérapeutique, parce qu'après une fois qu'on s'aime, on est capable de rentrer en état d'amour, de faire la différence entre l'état d'amour, les sentiments, euh, l'état amoureux. On peut en fait ensuite explorer plein de choses. L'épanouissement sexuel, qui est pas forcément une consommation excessive avec une sexualité permanente, mais élaborer un espace sacré pour vivre une sexualité épanouissante, chacun à son rythme et chacun avec son profil, j'ai envie de dire. Euh, et puis, du coup, ça donne du sens à la vie, sachant que le seul sens de la vie, c'est qu'il n'y en a pas, et que tout ça est un vaste jeu, et que quand on l'a compris, parce moi par exemple, j'ai vécu plusieurs morts imminentes avec cette Kundalini. À un moment, je me suis dit, mais pourquoi je suis revenue là? Et en fait, au bout d'une semaine, je me suis dit, mais en fait, si c'est un jeu, si je suis en train de pouvoir tester tout ce que je veux, ça veut dire que de toute façon, je sais que mourir, c'est pas grave, parce que c'est super. Et donc, ben, jouons. Voilà, je joue. Hmm. Tu Donc, peux nous ça parler là, décomplète. tu peux nous parler de ce que tu viens de dire là, parce que ça m'interpelle quand même. Tu as vécu plusieurs expériences de mort imminente avec cette Kundalini. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire que à trois reprises et avec des impacts plus ou moins douloureux, parce qu'après, voilà, la première fois, ça a été extrêmement violent pour moi, enfin, tel que j'ai pu l'appréhender. Tout d'un coup, il y a cette fameuse énergie qui s'élève, qui explose en fait tous les canaux énergétiques pour s'unir dans ce qu'on appelle Shushumna, le canal central. Et là, ça explose toute la conscience, ça explose toute notre appréhension de ce qu'on peut concevoir comme la réalité tant qu'on n'a pas vécu ça. Et c'est pour ça que, enfin, moi, je sais qu'on m'avait mis en garde sur des décompensations, sur des gens qui redescendent jamais, en fait, de bien être accompagnés. Et donc, moi, j'étais bien accompagnée. Ça faisait déjà longtemps que je cheminais. Donc, quand c'est arrivé, j'ai quand même eu la trouille de ma vie. Et puis après, à deux autres reprises, je l'ai revécu. Et là, maintenant, c'est presque un jeu, en fait. La dernière fois, ça a été un jeu. Je me suis dit, bah non, j'ai pas envie d'être là. Et je suis partie. Je suis partie explorer, et puis à un moment, j'ai senti qu'il fallait que je revienne dans mon corps, en fait, par un tout petit point, ça va t'intéresser, qui est mon point fontaine. Hmm. C'est-à-dire, c'est en touchant ton point Fontaine que tu es revenu? Non, mais j'ai senti que quelque chose me faisait mal dans cet absolu où je n'existais plus en tant que... enfin, j'étais matière, j'étais la mort, enfin, j'étais morte, j'étais une âme. Et à un moment, parce que je pense que je commençais à avoir froid là-bas, mais ça, j'ai compris après. J'ai senti un point qui me faisait mal quelque part, très très loin de moi, très très loin de ma conscience. Et en fait, ce point, ça m'a interpellé. Et en fait, du coup, ça a ramené ma conscience à un degré moindre. Je me suis dit, ah, en fait, je savais où j'étais. Et du coup, je sentais que j'avais froid. Et c'est vraiment ce point fontaine qui pulsait tellement fort. C'est ce qui me maintenait accroché à mon écorce humaine. Qu'est-ce que tu peux expliquer pour les auditrices? Qu'est-ce que c'est que le point Fontaine?
Alors, c'est un point qu'on a à l'intérieur du vagin, euh, que je situe en fait si on touche juste au-dessus de l'os du pubis. Et souvent, on peut sentir des envies de faire pipi, des tensions, des trucs, des machins. Mais en fait, en le stimulant de l'intérieur, il y a des workshops là-dessus. Et sinon, bah, il suffit de s'amuser ou de trouver des super amants, parce qu'il y en a qui savent, on les appelle les sourciers, qui savent très bien déclencher ça. Parce qu'il paraît que toutes les femmes sont fontaines, hein, c'est juste que tout d'un coup on va le découvrir ou pas. Et donc ce point en fait euh, est très intense et peut libérer de l'eau. Et moi je mets du coup le mot Amrita dessus, Mhm. qui est le nectar des dieux, qui représente l'alchimie ultime, hein, cette perle dont parlent les taoïstes aussi. Et Amrita, c'est cette eau qu'on peut sentir couler dans sa colonne vertébrale vers le bas, et qui pour moi, en fait, dans l'ultime fin avant l'éjaculation féminine, euh, c'est en fait comme si je venais unir l'eau avec le feu sacré. Mhm. Mhm. Et eau, feu et air. Et là, on réalise, en fait. Euh, Mhm. Alors oui, oui. Et alors, donc, ouais, voilà, c'est quelque chose qu'on peut trouver soi-même en allant explorer un petit peu et en se renseignant un petit peu pour le trouver. C'est quelque chose que un partenaire ou une partenaire, hein, parce qu'il peut y avoir des sorciers ou des sorcières, qui peut peut-être d'un point de vue anatomique, ça peut être pratique d'avoir quelqu'un qui nous aide à trouver ce point et à explorer et à masser ce point pour voir éventuellement qu'est-ce qui se passe. Euh, donc cet éveil de la Kundalini, est-ce que c'est l'objectif du tantra? Enfin, je veux dire, est-ce que c'est quelque chose quand on avance sur le tantra, on cherche à avoir cet éveil de la Kundalini ou pas du tout, ou on sait que ça peut arriver? Enfin, quelle est la place de cet éveil de la Kundalini dans la pratique du tantra? alors, aujourd'hui, le tantra, c'est devenu quand même euh, aussi un gros marché, un gros business. Et il y a des personnes qui disent qu'elles vont vous enseigner à éveiller votre Kundalini et à la faire se dresser. Alors, moi, je suis convaincue que nous ne pouvons pas décider de cet éveil de la Kundalini. Je pense qu'en effet, c'est c'est ça, toutes les voies d'éveil, tout éveil, c'est cette expansion telle de notre énergie de vie qui explose et qui nous fait prendre conscience de ce qu'est le Big Bang, puisque le Big Bang et le mur de Planck seraient la détonation que produit l'orgasme amoureux de Shiva et Shakti et qui crée l'univers. Et Hmm, cet espace du mur de Planck qui n'est pas mesurable, c'est du coup le temps n'existe pas. voilà. C'est c'est ça. Donc l'éveil de la Kundalini, c'est quelque chose que certaines personnes peuvent avoir envie de vivre un jour ou pas, et c'est quelque chose en tout cas qui nous permet de comprendre de vivre une expérience qui nous permet de comprendre, ou en tout cas de transformer la vision qu'on a de nous-mêmes, qu'on a de la vie, de notre place sur Terre, et de qu'est-ce qui est important et de qu'est-ce qui n'est pas important. Et en tout cas, ça a le mérite, ce que j'entends dans ce que tu dis, et en tout cas, ce que je découvre moi sur ce chemin et sur comment j'ai transformé mon rapport à l'orgasme et comment j'ai aussi vécu cette expérience là récemment, et que c'est la troisième fois que je vivais cette expérience d'union d'entrer dans cet espace intérieur où en fait on comprend, enfin on comprend, on se questionne, on se demande, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui se passe après la mort? Est-ce que c'est là qu'on retourne? Est-ce que c'est ça le one, cette énergie ultime dans laquelle par laquelle on est tous reliés? Et du coup, effectivement, ça nous amène à se dire, ah, mais donc si c'est ça, ça reste un acte de foi quand même, j'ai l'impression, enfin, sauf que là, on a une expérience physique et somatique, mais ça reste quand même un acte de foi. Mais en tout cas, ça nous amène à se dire, en effet, du coup, ça voudrait dire qu'au final, tout ira bien. Ça voudrait dire qu'au final, quand on sera mort, on retournera tous là-bas et qu'on y sera bien et que ce sera très bien. Et donc, du coup, ça veut dire que peut-être on peut vivre cette vie sur Terre en ayant moins peur. En ayant Oui, moins peur, oui. et je rajoute qu'en plus, en fait, c'est que du coup, ça nous ouvre un super pouvoir qui est, certains parleront avec d'autres vocabulaires, mais moi, j'ai l'impression que je suis connectée à une forme de mémoire de l'histoire de l'humanité, dans le temps réel et dans le temps passé et futur, et que, en fait, j'ai plein d'infos, j'ai plein de visions,
qui viennent m'enrichir. Parfois, j'y comprends rien. Parfois, je sais pas pourquoi telle personne tout d'un coup m'apparaît et me sourit. Je sais pas où il vit, je sais pas à quelle époque il vit. Enfin, tu vois. Et puis parfois, ça a vraiment du sens. Mais en fait, du coup, tout ça, toute cette voie d'éveil, l'éveil, c'est être là, sans plus aucune attente et juste en train de rigoler et déborder d'amour, finalement. Sans attente non plus que quoi que ce soit revienne, puisqu'on on n'a plus besoin, on est amour en fait. Donc ça, c'est un peu un cliché. Mais, mais oui, c'est. En tout cas, j'ai envie juste de dire un truc parce que c'est pour moi important aussi d'informer. C'est que oui, ça fait rêver a priori se dire que cette fameuse Kundalini va faire de nous des êtres sexuellement extrêmement divins. Oui, mais aussi gare à être prêt le moment venu, d'avoir des personnes sur qui compter, ne pas avoir peur de téléphoner pour demander de l'aide, parce que quand ça explose, ça met plusieurs jours à pouvoir atterrir dans le meilleur des cas. C'est assez déstabilisant. Et donc, j'ai envie de dire, ce qu'on peut faire, c'est se préparer physiquement et spirituellement et énergétiquement avant par des pratiques, par des rituels ancrés dans nos vies pour commencer à appréhender certaines choses pour que le moment venu, en fait, on puisse l'accueillir, ça, sans Mhm. trop de dégâts. Mhm. Voilà. Mhm. 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 Alors, on arrive à la fin de cet épisode, mais j'avais envie que tu nous partages, pour celles qui ont envie de commencer en douceur, qui cherchent pas forcément cet éveil de la Kundalini, qui veulent juste d'abord reconnecter avec ce berceau intérieur, reconnecter avec cette énergie sexuelle, prendre le temps d'explorer cette idée que c'est à travers mon corps, qu'à travers mon corps, je peux vivre l'expérience du divin en moi. Et à travers le corps de l'autre, je peux vivre l'expérience du divin aussi dans l'autre. Enfin voilà, de changer un peu notre rapport au corps, à la sexualité et au divin. Est-ce que tu as des rituels ou une pratique, quelque chose de simple que tu pourrais nous recommander, qu'on pourrait mettre au cœur de notre vie pour commencer? Voilà, très bien, merci. Bah, quelque chose de très simple, hein. Je vais vous donner plein de petites idées en fait. Typiquement, donc décider d'un moment qui sera défini dans le temps, préparer un espace en fait avec des bougies, de l'encens qu'on veut, et puis d'un point de vue conscient, se mettre nu, enlever ses vêtements, euh, en imaginant qu'on puisse déposer des fardeaux, des complexes, et en se répétant que on est un être parfait et magnifique, et tout ça en respirant profondément, pour finir par vraiment passer ses mains sur son corps avec lenteur, présence, conscience, partout, partout, sans focalisation. Et puis après, si on est debout, on s'assoit, et puis sinon, on est assis. Et puis du coup, pour terminer, euh, peut-être avoir préparé un miroir pour regarder. Ça peut être à chaque fois des rituels séparés, hein. Un miroir pour regarder sa yoni et méditer devant pendant, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes. Ça peut se terminer par une exploration anatomique. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui ne l'ont jamais fait. Euh, c'est Et vraiment dans mon prochain livre, je donne des instructions pour faire un yoni mapping. Et en effet, donc le yoni, ce qu'on appelle le yoni, hein, c'est le mot sacré pour nommer le sexe de la femme. Et donc, oui, en effet, beaucoup de femmes ne connaissent pas leur sexe. Mhm. donc voilà, méditer devant son yoni. Et puis, ça peut être aussi de façon pour voir des effets quand même assez rapidement. C'est tous les jours poser sa main sur son sexe ou sur son bas-ventre, connecter avec l'espace du cœur, fermer ses yeux ou pas, et vraiment respirer avec l'idée que on fait venir l'énergie depuis nos pieds, à travers nos jambes, jusque dans notre plancher pelvien, et vraiment venir, moi j'appelle ça ma terre intérieure, venir comme masser, malaxer à l'intérieur par des micro-contractions l'espace du plancher pelvien, du périnée, et puis inspirer pleinement jusque dans la main ici, et puis expirer, et juste ça en fait,
va amener à se connecter davantage à soi et à se sentir vraiment bien. Hmm, hmm. Oui, parfois, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est pas plus compliqué que ça de prendre le temps de mettre sa main sur son sexe, sur son bas-ventre et de respirer les yeux fermés et de prendre le temps de ressentir les sensations. C'est aussi une zone de notre corps qui peut ressentir beaucoup. On a énormément de terminaisons nerveuses, donc c'est super. On a une possibilité d'avoir beaucoup de ressentis dans cette zone de nos corps. Et donc, quand on vit nos vies complètement stressées, qu'on a l'impression, moi, beaucoup de femmes viennent me voir, me disent, je me suis perdue, j'ai l'impression d'être perdue. Eh ben, un premier moyen de se retrouver, c'est déjà de mettre nos mains sur notre corps et de respirer. Et ça, somatiquement, ça paraît tout bête, ça paraît être des frivolités. Et en fait, non, c'est très, très, très puissant. C'est très, très Extrêmement. simple. Mm, Voilà, extrêmement puissant et très simple et accessible pour tout le monde. Donc, mm. merci, merci de nous avoir rappelé ça. Nathalie, comment est-ce qu'on peut te retrouver, te suivre, en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais? Donc, d'abord, j'invite les auditrices à se procurer ton livre, Amour, Tantra et Sexualité, une voie d'épanouissement, paru aux éditions Erol. Et ensuite, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je dis aussi que j'avais déjà auto-édité un premier livre il y a 10 ans qui s'appelle Lâcher prise, promenade au pays de la conscience. Mhm. Sinon, j'ai un site internet, peut-être que tu auras une occasion de pouvoir l'inscrire. Oui. Euh, et sans doute d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine, enfin c'est un teasing, mais j'aurai une chaîne YouTube. D'accord. Bah, tu m'enverras toutes les informations là-dessus. Et je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Vous pourrez les retrouver dans les notes de l'épisode quand nous publierons cet épisode. Merci beaucoup, Nathalie, pour cet échange très riche. Et j'espère Merci qu'on à aura toi, la chance de se rencontrer en présentiel en France prochainement. avec plaisir. Si tu aimes ce podcast et que tu veux m'encourager à continuer, je t'invite à mettre 5 étoiles à partir de ton téléphone sur Apple Podcast ou sur ta plateforme préférée. Tu peux aussi partager l'épisode que tu viens d'écouter avec ton entourage si tu penses que cela pourrait les intéresser. Et si tu as envie d'aller plus loin, j'ai créé un programme vidéo sur 5 jours gratuit pour t'aider à ne plus vivre ta vie à moitié endormie. Tu le trouveras sur mon site christinelevicky.com. Et je te rappelle aussi que tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom Christine Levicky. Je t'attends pour échanger. En attendant, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.